Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Gargantua de François Rabelais. Et ça sera le quatrième et dernier live sur cette œuvre. Et oui, on a déjà fait 3 lives dessus. Le quatrième et dernier ce soir, on a fait grosso modo des lives de 2 heures et de 15 chapitres. Donc attendez-vous à peu près à la même chose ce soir. Un petit disclaimer tout d'abord en ce début de live, comme d'habitude, ceux qui sont en live ont l'habitude, pour vous dire tout simplement que si vous voyez cette vidéo sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch au préalable, et du coup, tout simplement, je vais, vous en doutez, discuter avec le chat, discuter avec les viewers, vu qu'il s'agit d'un live, il s'agit aussi de l'animer. Donc, si toutes ces parties d'introduction et de pause dans la lecture ne vous intéressent pas et que vous voulez vous focaliser sur les moments de lecture, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition, vous permettant de naviguer à loisir dans les chapitres. Voilou pour le petit disclaimer. Et on va reprendre du coup... Ah désolé, j'ai une notif sur mon portable de Twitch, hop, voilà. On va reprendre du coup le cours normal des lives de lecture, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une petite introduction de 10, 15, 20 minutes selon ce que j'ai à vous dire et selon à quel point on papote, où voilà, je vous tiens un petit peu au courant des dernières news de la chaîne, des dernières... aussi du futur de la chaîne, de ce qui va se passer dans les temps à venir, les prochaines lectures, peut-être les prochaines découvertes. Peut-être d'autres projets qui n'ont pas forcément de lien au live, mais dont vous entendrez parler, puisque je finirai par en faire soit des vidéos, soit par vous en parler plus en avant. Bref, vous m'avez compris, et déjà, j'accueille Selkia, qui est déjà là dès le début du live, ça fait plaisir. Nenouchka également. En vrai, ça fait plaisir de lancer un live, et de pas commencer seul, qu'il y ait déjà des gens. Donc ça me fait chaud au cœur. Merci les gens d'être là. Bonsoir Selkia, bonsoir Nenouchka, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, et puis installez-vous, détendez-vous tranquillement. On est parti pour un live posé, comme d'habitude. J'en reviens pas que ce soit déjà la fin de Gargantua, parce que pour le coup, j'ai l'impression que l'histoire pourrait continuer à l'infini, vu que c'est sous forme d'épisodes pseudo-historiques, dans le sens où c'est écrit comme si c'était une histoire réelle, entre guillemets. Et par histoire, j'entends vraiment genre la matière à l'école. Ça me fait bizarre que ça finisse, entre guillemets, ce soir. Mais bon. D'ailleurs, on peut peut-être parler de ça, à savoir, qu'est-ce qu'on va lire après Gargantua de François Rabelais. Je pense qu'on partira après cette lecture sur comment elle s'appelle? C'est les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. En gros, c'est un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Alors Edgar Allan Poe, il est très connu, donc c'est un peu horrifique parfois, c'est fantastique souvent. Donc voilà, pour un peu vous donner la température de ce qu'on va lire après Gargantua, ça sera beaucoup plus sombre et beaucoup moins léger que ce qu'on est en train de lire actuellement du coup. Et je pense qu'on commencera cette lecture... alors attendez, je suis en train de calculer... Je pense qu'on commencera cette lecture dès lundi. Dès lundi 8, du coup 8 octobre. Ouais, on fera ça. On la poursuit jeudi. Et voilà, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire 2 lives sur Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe encore. Puis, on fera une petite pause. Je vais sauter un live tout simplement parce que le 14, ma journée est un peu remplie. Donc, je suis pas sûr de pouvoir live le soir. Et je préfère l'annuler parce que de toute manière, vous aviez vu que j'avais opéré ce petit cette petite nouveauté. Grosso modo, maintenant, je fais des lives assez régulièrement. Un live de lecture tous les 3 jours, un live de découverte tous les 3 jours, et le 3e jour, pas de live. Et donc, entre 2 œuvres, je me rajoute à un jour de repos, on va dire. Donc voilà, là, je fais pas de repos entre Gargantua et Histoire extraordinaire, on va enchaîner. Par contre, je ferai une pause du coup dimanche parce que je suis occupé. J'espère que ça a été clair de toute manière, je vous répéterai tout ça, et de toute manière, si vous voulez être au courant de quand je live ou non, ça sera beaucoup plus facile.
de me suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Discord, que ce soit Twitter. Je mets à chaque fois quand je vais live. Donc voilà, pas de souci pour ça. Pas de souci, celle qui a, t'inquiète. Au pire, si vraiment ça t'intéresse, tu regarderas la rediffusion, mais sinon, t'as loupé des infos que je répéterai dans les lives à venir, donc pas de problème, c'est juste sur, grosso modo, la programmation des prochains lives. Voili voilou. J'en profite également, puisque je n'ai pas pu le faire en live, puisque c'est un follow, un viewer mystérieux, mais en tout cas, j'en profite. Petit poulpe dissident qui a follow pendant que j'étais en off. Donc merci à toi, petit poulpe dissident, pour ce follow. Et j'en profite également pour vous faire remarquer une petite chose. Vous le verrez peut-être, vous l'aurez peut-être déjà remarqué sous le live Twitch. À savoir que je me trouve dans la catégorie Music and Performing Arts. En fait, avant, il y avait une catégorie créative sur Twitch. Et je ne sais pas pourquoi, depuis une semaine, grosso modo, ça a été changé. Et donc, il n'y a plus créative, maintenant c'est art. Donc, art. Et du coup, le dernier live de lecture, si je dis pas de bêtises, je l'ai fait dans la catégorie art. Mais je me suis posé la question quand même, je me suis dit, mais pourquoi il passe de créative à art? C'est quoi l'intérêt? Enfin, et je trouvais que c'était peut-être... C'était pas bizarre, mais c'était moins évident de mettre mes lives de lecture dans art que dans créative. Je trouvais que créative, ça allait mieux. Et du coup, moi, je préférais la catégorie créative à la catégorie art. Et a priori, ce qui a remplacé la catégorie créative, c'est art et music and performing arts. Donc du coup, je ne sais pas dans quoi me mettre. Les arts de performance... Enfin, performing arts, en gros, c'est les performances. Donc, pour moi, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être du chant, ça peut être du théâtre même, ça peut être un mini-spectacle, un mini-numéro, ça peut être plein de choses. Mais je trouve que du coup, ça va peut-être mieux avec le fait de faire des lectures. Je sais pas. Mais en même temps, je trouve ça bizarre d'avoir mixé ça avec musique. Donc, je sais pas. C'est entre peu et pas important. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à le partager. Si vous pensez que c'est mieux dans art ou si c'est mieux dans music and performing arts, j'avoue que j'ai un peu du mal à me faire un avis là-dessus et à me dire ce que je fais, ça ressemble plus à de l'art ou ça ressemble plus à une performance. J'aurais tendance à dire performance, mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que ce soit mixé à musique. Bref. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous n'avez pas d'avis, au moins je vous ai mis au courant de ce petit changement. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu. Dans le sens où je trouve que la catégorie créative était bien en cela qu'elle était ultra floue et qu'elle permettait absolument tout, quoi. En créative, il y avait des gens qui faisaient de la cuisine, il y avait des gens qui faisaient de la peinture, il y avait moi et quelques autres personnes qui faisions de la lecture. Enfin bref, donc je suis surpris, étonné de ce changement, mais bon, on n'y peut rien de toute manière. Mais bref, voilà. Je ne sais pas comment m'y faire, mais on va s'y faire. Et du coup, je pense avoir dit plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire dans cette intro. J'ai vu que ces derniers temps, les intros, je les faisais durer bien 20 minutes. Donc je me suis dit que ça allait peut-être me calmer et la faire durer moins longtemps aujourd'hui. Bien que j'ai quand même une dernière chose à vous dire. Mais avant cela, on va se prendre une petite rasade de boisson. D'ailleurs, j'ai vu en mettant la rediffusion du dernier live que dès l'introduction, dès la phrase d'intro, ça se sentait dans ma voix que j'étais fatigué et que j'avais la voix éraillée. Donc en fait, je devais carrément couver un petit rhume. Donc désolé, j'espère que le live aura été de qualité malgré tout. Mais c'est vrai que l'autre fois, j'avais été vite fatigué et j'avais la voix très fatiguée en fin de live. Donc bon. J'espère que ce soir ça va bien se passer, j'ai pas trop fait de test de lecture ce soir, aujourd'hui, parce que d'habitude, quand je live de lecture le soir, dans la journée, je me lis 2-3 pages pour me mettre dans le mood. Mais voilà, là j'ai pas vraiment fait ça aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire, asseyez-vous, détendez-vous, peut-être dessinez, peut-être participez-vous à Linktober, enfin bref. Faites ce que bon vous semble, ménage, un trajet, je ne sais pas. Ou simplement nous regarder et nous écouter et parler dans le chat, c'est gentil aussi. Mais tout simplement, santé à vous tous, prenez à manger, à boire.
Santé. Et donc, la petite nouvelle que j'ai à vous dire, j'ai commencé à en parler pas mal lors des derniers lives, que ce soit de lecture ou de jeux vidéo, enfin de découverte plutôt. Donc, je vais en parler de manière plus approfondie car ça a eu un grand essor ces derniers jours. Je travaille sur un nouveau jeu de société. Je vous ai déjà parlé de nombreux jeux de société. Il y a Mission Secrète qui est un peu le projet mère, le projet qui me tient à cœur et que je veux vraiment réussir, que je veux vraiment fignoler, lécher, et voilà, vous donner un beau produit, bien marrant, bien fun, bien foutu, joli, etc., etc. Donc voilà, Mission Secrète, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Je vous ai parlé d'autres jeux de société que j'étais en train de développer dans l'ombre, mais depuis quelques jours, je vous avais parlé de la Nuit des Monstres, parce que je suis en train de regarder mon tableau en même temps. Donc ouais, je crois que je vous avais parlé de la Nuit des Monstres. Et là, je suis en train de regarder mon tableau, car il y a encore d'autres jeux de société qui sont à l'état d'embryon, qui germent de ci, de là dans ma tête, dans mon esprit. Mais depuis quelques temps, j'ai une mécanique particulière de jeu où je me dis ça pourrait être vachement intéressant, ça pourrait faire un système de jeu très intéressant, très fun, très facile, très volubile. C'est-à-dire qu'il est très adaptatif, on peut y jouer à peu, voire tout seul, à plusieurs, en équipe, en coopératif, en compétitif. On peut faire une partie de 10 minutes, on peut faire une partie de 1 heure, on peut faire des campagnes de 3 fois 3 heures, enfin voilà. Et je pense que mon jeu a cet avantage du moins d'être assez varié et de pouvoir se renouveler, d'avoir une rejouabilité à quasiment toutes les parties assez importante. Je vous en dis pas plus sur les mécaniques, ça j'approfondirai en temps voulu, en temps et en heure, lorsque ça viendra à propos. Mais je vous ai déjà dit le thème qui était les pirates, et je vous viens avec un nom provisoire. Je sais pas si c'est une bonne idée de vous le dire, les 8, vu que c'est un nom provisoire, mais je vous viens avec un nom provisoire, tout simplement parce que j'ai beaucoup réfléchi à un nom. Pour moi, c'est très important un nom. D'habitude, je pense avoir plutôt des bonnes inspirations en ce qui concerne les pseudos sur les jeux vidéo, les noms, la création de mythologie ou ce genre de choses. Je pense avoir des plutôt bonnes inspirations, et là, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à trouver un nom qui me satisfasse pour ce jeu. Et je pense qu'on va se tourner vers Sur l'eau. Je vous explique pas trop en amont, parce qu'encore une fois, si c'est un nom provisoire et qu'au final ça sera pas le bon nom, ça n'a pas grand intérêt. Mais je pense que ça sera Sur l'eau, S-U-R-L-O-T. Et tout simplement parce que je me disais que mettre des termes pirates dans le nom, ça sonnait très kitsch, et j'aimais pas beaucoup ça. Ça pouvait faire penser que c'était de la bataille navale, et je voulais pas que ça soit ça non plus. Sur l'eau, on peut comprendre sur l'eau, voilà, vous avez compris, sur l'eau, sur la mer. Donc ça parle pas forcément directement de pirates, mais je trouve que ça sonne bien, et que avec 2 secondes de réflexion, on peut éventuellement penser que c'est un jeu de pirates. Et ouais, c'est important pour moi que ça sonne bien, etc. Et j'avoue que, je sais pas, j'aime bien ce nom. Je me vois beaucoup plus dire on joue à Sur l'eau que dire on joue à une vie de pirate, ou on joue à l'abordage, ou on joue à souquer les artibuses. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, je pense que ça sera Sur l'eau. En tout cas, voilà, c'est le nom provisoire de ce projet, Sur l'eau, S-U-R-L-O-T. Et du coup, tout simplement car le jeu nous fera incarner des capitaines et leurs navires, et que ce sera le monde de Sur l'eau, les mers de Sur l'eau même. Donc voilà, vous voguerez sur les mers de Sur l'eau à travers ce jeu. Et les mers de Sur l'eau sont très capricieuses et changent du tout au tout en très peu de temps, mais bon, ça je vous en reparlerai à l'avenir. Tout ça pour dire que j'y ai travaillé hier de mon réveil à quasiment mon coucher. Franchement, j'ai travaillé longtemps. Et on a pu se faire un prototype avec mon père qui m'a aidé, merci à lui, à créer le matériel. Donc voilà, là j'ai le matériel sur ma table derrière moi.
on a à l'heure actuelle 6 cartes personnages avec 3 pirates qui ont réellement existé et 3 pirates fictifs. Et on a également, pas 50, pas 75, pas 100, mais bien 120 tuiles de jeu qui nous permettent de jouer à ces jeux. Je vous en parlerai de manière plus approfondie en temps voulu, comme je le disais, j'ai pas envie d'annoncer des tas de choses et qu'au final ça se fasse pas avant longtemps. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est vrai que ça avance bien et que je suis très content. Et on a déjà un prototype viable, c'est-à-dire qu'on a déjà un prototype jouable et qu'on en est déjà plus loin que le système global. On en est déjà pas dans les détails non plus, mais on va dire qu'on est à la frontière entre le global et les détails. On voit si toutes les mécaniques fonctionnent bien, on fait de l'équilibrage, on regarde si les stats qu'on a mis pour certains événements du jeu sont corrects, sont passables, sont fun, etc., etc. Bref, on est reparti pour une phase d'équilibrage. C'est très long sur Mission Secrète, ça a pris beaucoup de temps. Ça prendra encore du temps puisque je pense que je devrais en refaire un jour. Mais là, pour le coup, je suis en plein dedans, ça va être long. Il faut juste que je joue. Que je trouve des joueurs aussi parce que j'aimerais bien tester à 4, etc. Mais bon, bref. Voir si ça fonctionne bien. Et en ce moment, l'avantage, c'est que j'ai pu y jouer du coup hier à 2, j'ai joué aujourd'hui seul, et c'est ça l'avantage, c'est que c'est assez rare des jeux de société qui peuvent se jouer seul. Et lui, je pense qu'il a la capacité d'être joué seul, donc voilà, je peux même le tester moi tout seul et me faire une partie de test une fois de temps en temps, en m'amusant, donc c'est cool. Bref, voilà, ça a été une news un peu longue au final, donc l'intro au final est quand même longue, désolé, mais je vous mets un petit peu au courant de ce qui va arriver dans les temps à venir. Et un jour, j'aurai besoin de vous, enfin si ça vous intéresse bien sûr, puisque j'aimerais auto-produire, auto-éditer ce jeu de société, donc ça sera, entre guillemets, si le public est au rendez-vous, que je pourrais réussir ce pari. Donc voilà. Bref, je vous en reparlerai à l'avenir, sachez que c'est un thème qui reviendra sûrement dans les intros de mes lives, du coup. Bonsoir The Game, bienvenue dans ce chat et sur ce live, et je suis désolé de voir que Salka et Nenouchka ont des soucis internet. J'espère vraiment que ça vient pas de ma part. Je n'en ai pas l'impression, parce que chez moi, le live a l'air de rouler sans problème, sans bug. Je suis désolé pour vous les gens, j'espère que ça ira. Et sur ces bonnes paroles, nous allons nous lancer dans la lecture sans plus attendre. Je me prends une dernière petite rasade. Et on est parti. Dernier live de lecture sur Gargantua. La dernière fois, on avait vu que le conflit entre Picrocole, Gargantua, Grand Gousier avait perduré. On a vu que Saint-Jean des Entomeurs, le moine, était vu comme un héros, hein, carrément, par ses confrères, qu'il était vraiment apprécié des gens de Grand Gousier et des gens de Gargantua. On a vu également qu'il s'était fait prisonnier quelque temps. Il s'est fait kidnapper quelques instants avant de se délivrer par lui-même, par sa seule force et son courage. Il a fait quelque chose, il a fait un acte héroïque quasiment. Et du coup, on est repassé sur des épisodes un peu plus calmes où, grosso modo, on avait par exemple Gargantua qui mangeait des villageois perdus dans sa salade, enfin bon bref, ce genre de choses un peu plus légères, un peu plus anecdotiques. Mais je crois que ce soir on va se replonger dans le fond du conflit, puisque on retourne directement avec Tougdillon qui a été fait prisonnier par Saint-Jean des Entomeurs, justement, si je dis pas de bêtises, et Tougdillon est un j'allais dire des états-majors, mais j'en sais rien de son rang, mais en tout cas c'est l'un des chevaliers, on va dire, l'un des gens, voilà, comme ça c'est très flou, l'un des gens de Picrocole. Donc le conflit avec Picrocole, la guerre picrocoline, va reprendre bon train, je pense, et on va certainement ce soir, de toute manière c'est le dernier live, donc c'est évident, avoir le fin mot de ce conflit. J'ai hâte de voir ce qui s'y passe. J'avoue, Grand Gousier, c'est pas mal, les Nouchka. Et en plus,
Enfin, je trouve que c'est un bon moyen de... Comment dire? Un bon moyen de caractériser ces personnages, de trouver un bon nom qui leur colle bien. Et je trouve que François Rabelais, il fait vraiment ce travail-là, même si, justement, il y a beaucoup de noms hyper légers pour être un peu drôle. Par exemple, il y avait des contes de merdaille ou ce genre de choses. Et souvent, chez les ennemis, il y a des noms un peu ridicules, risibles. Enfin bon, bref. On est parti pour la lecture, j'ai fait une intro beaucoup trop longue comme d'habitude, je suis désolé. Bonne écoute à tout le monde, bonne écoute Selkia, bonne écoute Nenushka, bonne écoute The Gain. Je ne sais pas combien de temps je vais lire, je pense que je vais lire jusqu'à la fin du chapitre 50, comme ça on fera 5 chapitres par 5 chapitres. Et voilà, je pense que c'est bien. À mon avis, je reviens vers vous dans le chat dans une pause dans une vingtaine de minutes. A tout à l'heure, bonne écoute à tous. Comment Grand Gousier traita humainement Touquedillon prisonnier. Chapitre 46. Touquedillon fut présenté à Grand Gousier qui l'interrogea sur les desseins et les menées de Picrocole, et lui demanda à quoi tendait cette retentissante agression. À cela, il répondit que son but et sa vocation étaient de conquérir tout le pays, s'il le pouvait, pour prix de l'injustice faite à ses foissiers. « C'est trop d'ambition, dit Grand Gousier, qui trop embrasse mal étreint. Le temps n'est plus de conquérir ainsi les royaumes en causant du tort à son prochain, à son frère chrétien. Imiter ainsi Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres conquérants antiques est incompatible avec le fait de professer l'évangile, qui nous commande de garder, de sauver, de régir et d'administrer nos propres terres, et non d'envahir celles des autres avec des intentions belliqueuses. Ce que jadis les Sarrasins et les barbares appelaient les prouesses, nous l'appelons maintenant brigandage et sauvagerie. Picrocole eût mieux fait de rester en ces domaines et de les gouverner en rois, que de venir faire violence aux miens et de les piller en ennemis. Bien gouverner les eût enrichis, me piller les détruira. Allez-vous-en, au nom de Dieu, suivez une bonne voie, faites remarquer à votre roi les erreurs que vous décèlerez, et ne le conseillez jamais en fonction de votre propre profit, car la perte des biens communs ne va pas sans celle des biens particuliers. Pour ce qui est de votre rançon, je vous en fais don entièrement, et à ma volonté, on vous rendra vos armes et votre cheval. C'est ainsi qu'il faut agir entre voisins et amis de longue date, vu que ce différend qui nous oppose n'est pas vraiment une guerre. Ainsi, Platon, au livre 5 de la République, ne voulait pas que l'on parlât de guerre, mais de troubles internes, quand les Grecs prenaient les armes les uns contre les autres. Si par malheur la chose arrivait, il prescrit d'user d'une totale modération. Même si vous parlez ici de guerre, elle n'est que superficielle. Ce différend n'entre pas dans le plus profond de nos cœurs, car nul d'entre nous n'est blessé en son honneur. Il n'est question en tout et pour tout que d'effacer quelques fautes commises par nos gens, j'entends les vôtres et les nôtres, et encore que vous la connussiez, vous eussiez dû la laisser passer, car les acteurs antagonistes étaient plus dignes de mépris que de mémoire, surtout dédommagés comme je le leur avais proposé. Dieu sera le juste arbitre de notre différend, et je le supplie de m'arracher à cette vie et de laisser mes biens dépérir sous mes yeux, plutôt que de le voir offensé en quoi que ce soit par moi-même ou par les miens. » Sur ces paroles, il appela le moine et, devant tout le monde, lui demanda « Frère Jean, mon bon ami, est-ce vous qui avez pris le capitaine Touquedillon ici présent ?»« Sire, dit le moine, il est présent. Il a l'âge de raison. J'aime mieux que vous la preniez sur sa parole que de ma bouche. » Alors Touquedillon dit « Seigneur, la vérité est que c'est lui qui m'a pris, et je me rends à lui sans réticence. »« Lui avez-vous assigné une rançon ?» demanda Grand Gousier au moine. « Non, dit le moine, je ne me soucie point de cela. »« Combien, dit Grand Gousier, demanderiez-vous pour sa prise ?»« Rien, rien, dit le moine, ce n'est pas cela qui me fait agir. » Alors Grand Gousier ordonna qu'en présence de Touquedillon, 62 000 saluts d'or fussent comptés au moine pour cette prise, ce qui fut fait pendant qu'on faisait une collation pour le dit Touquedillon. Grand Gousier lui demanda s'il voulait rester avec lui ou s'il aimait mieux retourner auprès de son roi. Touquedillon répondit qu'il prendrait le parti qu'il lui conseillerait. « En ce cas, dit Grand Gousier, retournez auprès de votre roi, et que Dieu soit avec vous. » Puis il lui donna une belle épée de Vienne, avec son fourreau d'or décoré de beaux pampres d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 702 000 marks, garni de fines pierreries estimées 160 000 ducats, plus, en manière de présents honorifiques, 10 000 écus. Après cette conversation, Touquedillon monta sur son cheval.
Pour sa sécurité, Gargantua lui donna 30 hommes d'armes et 120 archers conduits par Gymnaste pour l'accompagner jusqu'aux portes de la roche Clermont et parer à toute éventualité. Quand il fut parti, le moine rendit à Grangousier les 62 000 saluts qu'il avait reçus en disant « Sire, ce n'est pas en ce moment que vous devez faire de pareils dons. Attendez la fin de cette guerre, car on ne sait quels événements pourraient se produire, et une guerre menée sans une bonne réserve d'argent n'a qu'un mince souffle de vigueur. Le nerf des batailles, ce sont les finances. »« Alors, dit Grangousier, je vous honorerai à la fin d'une juste récompense, vous et tous ceux qui m'auront bien servi. » Comment Grangousier mobilisa ses légions, et comment Touquedillon tua Astivo, puis fut tué sur ordre de Picrocolle. Chapitre 47. Dans le même temps, ceux de Bessé, du Vieux-Marché, du Bourg-Saint-Jacques, du Traîneau, de Paris, de Rivière, des Roches-Saint-Paul, du Vaubreton, de Ponty, de Bréhémont, du Pont-de-Clam, de Cravant, de Grandmont, des Bourdes, de Lavillomère, de Wim, de Segré, d'Ussé, de Saint-Louan, de Panzoult, des Coudreaux, de Véron, de Coulaine, de Chouzé, de Varennes, de Bourgueil, de l'île Bouchard, du Croulet, de Narcé, de Cande, de Montsoreau et d'autres localités voisines, envoyèrent des délégations auprès de Grangousier pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que lui causait Picrocolle, et qu'en vertu de leur ancienne alliance, ils lui offraient tout ce qui était en leur pouvoir, tant en hommes qu'en argent, et autres fournitures de guerre. Le total de leur argent s'élevait, d'après leur compte, à 134 2 écus et demi d'or. Les troupes comptaient 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, 89 000 arquebusiers, 140 000 mercenaires, 11 200 canons, doubles canons, basiliques et spiroles, 47 000 fantassins, le tout avec solde et ravitaillement pour 6 mois et 4 jours. Gargantua ne refusa ni n'accepta totalement cette offre, mais il leur dit, en les remerciant chaleureusement, qu'il conduirait cette guerre de telle façon qu'il ne serait pas nécessaire de mobiliser autant d'honnêtes gens. Il dépêcha seulement des émissaires pour ramener en bon ordre les légions qu'il entretenait d'ordinaire en ses places de la Devinière, de Chavigny, de Graveau et de Quinquenay, qui comptaient 2500 hommes d'armes, 66 000 hommes de pied, 26 000 arquebusiers, 200 grosses pièces d'artillerie, 22 000 fantassins et 6 000 chevaux légers, tous par compagnie, si bien pourvus d'intendants avec leurs vivandiers, leurs maréchaux, leurs armuriers et les autres personnes indispensables au train de guerre, si bien instruites en l'art militaire, si bien équipées, reconnaissant et suivant si bien leur enseigne, si promptes à comprendre leur capitaine et à leur obéir, si vives à la course, si rudes à l'assaut, si prudentes à la progression, qu'elles ressemblaient plus à une harmonie d'orgue ou à un mécanisme d'horlogerie qu'à une armée ou à un corps de troupes. À son arrivée, Touquedillon se présenta à Picrocolle et lui raconta en détail ce qu'il avait fait et vu. À la fin, il lui conseillait fortement de conclure un arrangement avec Grangousier. Il avait trouvé que c'était le plus grand homme de bien du monde, ajoutant qu'il n'y avait ni profit ni raison à malmener ainsi ses voisins, dont il n'avait jamais retiré que du bien essentiellement, et que jamais il ne sortirait de cette aventure qu'à leur perte et pour leur malheur, car la puissance de Picrocolle n'était pas telle que Grangousier ne l'ait pu aisément massacrer. Il n'avait pas achevé ses paroles que Astivo dit en haussant la voix « Il est bien malheureux, le prince, que servent de tels gens, si faciles à corrompre. Je comprends que Touquedillon est de ceci, car je vois que son attitude est tellement changée qu'il se serait volontiers joint à nos ennemis pour lutter contre nous et nous trahir, s'il avait voulu leur tenir. Mais de même que la vertu est louée et estimée de tous, tant amis qu'ennemis, de même la perfidie est vite reconnue et manifeste, et à supposer que les ennemis en usent à leur profit, ils ont toujours en horreur les perfides et les traîtres. » À ces mots, Touquedillon, hors de lui, tira son épée, et en transperça Astivo un peu au-dessus de la mamelle gauche. Il en mourut sur le champ. Retirant son arme, Touquedillon dit avec assurance « Qu'ainsi périsse qui blâmera de loyaux serviteurs !» Picrocolle entra subitement en fureur, et dit, en voyant l'épée et son fourreau ainsi dit après « T'avait-on donné cette arme pour en ma présence tuer diaboliquement mon si bon ami Astivo ?» Alors, il ordonna à ses archers de le mettre en pièces, ce qui fut fait dans l'instant, avec une telle sauvagerie que la salle en était toute pavée de sang. Ensuite, il fit inhumer dignement le corps de Astivo et jeter celui de Touquedillon dans la vallée par-dessus les murailles. La nouvelle de ces atrocités se répandit dans toute l'armée, et plusieurs commencèrent à murmurer contre Picrocolle, si bien que Grippe Pinot lui dit « Seigneur, je ne sais comment se terminera cette affaire. Le moral de vos gens me semble mal assuré. Ils observent qu'ici nous sommes mal approvisionnés en vivres, et déjà fortement diminués en nombre à la suite de 2 ou 3 sorties. De plus, quantité de gens viennent prêter main forte à nos ennemis.
Si jamais nous sommes assiégés, je ne vois pas comment ce ne pourrait être pour notre perte totale. »« Merde! Merde !» dit Picrocole. « Vous êtes comme les anguilles de Melun, vous criez avant qu'on vous écorche. Laissez-les seulement arriver. » Comment Gargantua donna l'assaut à Picrocole dans la roche Clermont et défit l'armée du dit Picrocole. Chapitre 48. Gargantua eut la charge totale de l'armée. Son père resta dans son château fort et les encouragea par de bonnes paroles en promettant de grands dons à ceux qui accompliraient quelques prouesses. Ensuite, ils gagnèrent le gué de Vède qu'ils franchirent d'une traite grâce à des bateaux et à des ponts sommairement établis. Considérant alors la position de la ville qui, étant sise sur une hauteur, lui donnait l'avantage, Gargantua décida d'attendre la nuit pour voir ce qu'il convenait de faire. Mais Gymnaste lui dit « La nature et le tempérament des Français sont tels qu'ils n'ont de valeur qu'au premier assaut. Ils sont alors pires que diables, mais s'ils temporisent, ils valent moins que des femmes. Je suis d'avis que vous fassiez donner l'assaut dans l'heure, quand vos gens auront pris le temps de souffler et de se refaire quelque peu. » L'idée fut trouvée bonne. Il déploie alors toute son armée en pleine campagne, en plaçant les réserves du côté de la hauteur. Le moine prit avec lui 6 compagnies de gens de pied et 200 hommes d'armes, et traversa les marais en grande diligence. Il arriva au-dessus du puits jusqu'à la grande route de Loudun. Pendant ce temps, l'assaut se poursuivait. Les gens de Picrocole ne savaient pas s'il valait mieux sortir pour les recevoir ou bien garder la ville sans bouger. Mais Picrocole sortit comme un enragé avec une bande d'hommes d'armes de sa maison et fut alors accueilli et fêté à grands coups de canon qui tombaient comme grêle sur le flanc des coteaux, ce qui amena les gargantuistes à se retirer dans la vallée pour laisser le champ libre à l'artillerie. Ceux de la ville répliquaient du mieux qu'ils pouvaient, mais les tirs passaient trop haut, sans atteindre personne. Quelques membres de la bande, ayant échappé à l'artillerie, se ruèrent rudement sur nos gens, mais peu purent persévérer, car ils furent tous pris entre les lignes, où ils furent jetés bas. Comprenant la situation, ils voulaient battre en retraite. Mais pendant ce temps, le moine avait occupé le passage, aussi prirent-ils la fuite sans ordre ni discipline. Certains voulaient les poursuivre, mais le moine les retint, de peur qu'en poursuivant les fuyards, ils ne rompissent leur rang et que ceux de la ville n'en profitassent pour les charger à ce moment-là. Puis, il attendit un peu, et comme nul ne se présentait en face de lui, il envoya le duc frontiste pour inciter Gargantua à progresser, pour occuper le coteau sur la gauche, et empêcher Picrocole de battre en retraite de ce côté. Ce que Gargantua fit promptement, en envoyant 4 légions de la compagnie de Sébaste. Mais il n'avait pas atteint le sommet qu'il se trouvait nez à nez avec Picrocole, et ceux qui s'étaient dispersés avec lui. Alors ils les chargèrent vivement, mais toutefois avec de grandes pertes dues aux traits et à l'artillerie de ceux qui étaient sur les remparts. Ce que voyant, Gargantua alla leur porter un puissant renfort, et son artillerie commença à mitrailler cette partie des remparts, si bien que toutes les forces de la ville furent rappelées à cet endroit. Le moine, voyant dépourvu de troupes et de gardes ce côté-là, qui était celui qui l'assiégeait, se porta bravement vers les murailles et fit si bien qu'il les escalada avec un certain nombre de ses hommes, pensant que ceux qui arrivent au combat à l'improviste causent plus de crainte et de frayeur que ceux qui luttent alors de front. Toutefois, il ne fit aucun bruit, jusqu'à ce que les siens eussent gagné la muraille dans leur totalité, à part 200 hommes d'armes qu'il laissa à l'extérieur pour parer à toute éventualité. Puis il poussa un cri terrible, et les siens en même temps que lui, et, sans rencontrer de résistance, ils tuèrent les gardes de cette porte-là qu'ils ouvrirent aux hommes d'armes, et ils coururent farouchement vers la porte orientale où régnait la confusion. Ils renversèrent par derrière tout ce qui était en état de combattre. Voyant qu'ils étaient assiégés de tous côtés et que les gargantuistes avaient pris la ville, ils se rendirent à la merci du moine. Il leur fit déposer leurs armes et leur équipement, et les fit tous arrêter et enfermer dans les églises, confisquant tous les bâtons des croix et plaçant des gens aux portes pour les empêcher de sortir. Puis, ouvrant la porte du côté est, il sortit au secours de Gargantua. Mais Picrocole, pensant que du secours lui arrivait de la ville, eut la témérité de prendre plus de risques qu'auparavant, jusqu'au moment où Gargantua s'écria « Frère Jean, mon ami, frère Jean, à la bonne heure, soyez le bienvenu !» Alors, comprenant que la situation était désespérée, Picrocole et ses gens prirent la fuite dans tous les sens. Gargantua les poursuivit jusque du côté de Vaugaudry, en tuant et en massacrant. Puis, il sonna la retraite. Comment Picrocole, dans sa fuite, fut pris par malchance, et ce que fit Gargantua après la bataille. Chapitre 49. Picrocole, en tel désespoir, s'enfuit vers l'île Bouchard, et au chemin de rivière, son cheval broncha et tomba à terre. Il en fut tellement exaspéré que, dans sa rage, il le tua avec son épée.
Puis, ne trouvant personne qui lui fournît une nouvelle monture, il voulut prendre un âne au moulin qui se trouvait près de là, mais les meuniers le rouèrent de coups et le détroussèrent de ses vêtements, lui donnant pour se couvrir une méchante souquenille. Ainsi s'en alla notre pauvre colérique. Traversant ensuite la rivière à Port-Huot et racontant ses infortunes, il rencontra une vieille sorcière qui lui prédit que son royaume lui serait rendu à la venue des Coquecigrues. Depuis, on ne sait ce qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il est à présent pauvre gagne-petit à Lyon, colérique comme auparavant. Il s'inquiète toujours auprès de tous les étrangers de l'arrivée des Coquecigrues, avec le ferme espoir que, selon la prophétie de la vieille, il recouvrera son royaume à leur venue. Après la retraite, Gargantua commença par recenser les gens, et constata qu'il y en avait peu qui étaient morts dans la bataille. Il s'agissait de quelques gens de pied de la compagnie du capitaine Tolmer et de Ponocrates, qui avaient reçu un coup d'arquebuse dans le pourpoint. Puis il les fit se restaurer, compagnie par compagnie, et commanda au trésorier que ce repas soit remboursé et réglé, et que l'on ne commît nul excès à travers la ville, vu qu'elle était sienne. Après leur repas, ils se rassembleraient sur la place, devant le château, et là, ils seraient payés pour 6 mois, ce qui fut fait. Puis il réunit devant lui sur cette place tous les gens de Picrocole qui restaient, et en présence de ses princes et de ses capitaines, il s'adressa à eux en ces termes. La harangue que fit Gargantua aux vaincus. Chapitre 50. Du plus loin que l'on se souvienne, nos pères, nos aïeux et nos ancêtres ont préféré, tant par bon sens que par un penchant naturel, perpétuer le souvenir de leur triomphe et de leur victoire dans les batailles qu'ils ont livrées en érigeant leurs trophées et leurs monuments dans les cœurs des vaincus, en les graciant, plutôt qu'en faisant œuvre d'architecture sur les terres conquises. Car ils attachaient plus de prise à la vivante reconnaissante des hommes gagnés par la générosité qu'aux inscriptions muettes des arcs, des colonnes et des pyramides, exposées aux intempéries et à la malveillance du premier venu. Vous pouvez vous souvenir de la mansuétude dont ils firent preuve envers les Bretons le jour de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et lors du démantèlement de Parthenay. On vous a fait savoir, et ce savoir provoque votre étonnement, le bon traitement qu'ils réservèrent aux barbares d'Hispaniola qui avaient pillé, dépeuplé et saccagé les régions maritimes des Sables d'Olonne et du Talmondé. Tout le ciel que vous voyez a été rempli des louanges et des actions de grâce que vous-même et vos pères adressâtes après qu'Alfarbal, roi de Canard, non content de sa bonne fortune, fit la folie d'envahir le pays d'Onis, se livrant à la piraterie dans toutes les îles armoricaines et les contrées voisines. Dans un loyal combat naval, il fut vaincu et capturé par mon père, que Dieu le garde et le protège. Mais voilà, alors que les autres rois et empereurs, même parmi ceux qui se font appeler catholiques, l'eussent misérablement traité, emprisonné sans pitié et lourdement rançonné, il le traita courtoisement, lui fit l'amitié de le loger chez lui, dans son palais, et avec une incroyable débonnaïreté, le renvoya en toute liberté, chargé de dons, chargé de faveurs, chargé de tous les témoignages de l'amitié. Qu'en résulta-t-il ? Revenu dans ses terres, Alfarbal réunit tous les princes et les états de son royaume, leur exposa les sentiments humanitaires qu'il avait découverts chez nous, et les pria de délibérer à ce propos, afin que le monde trouvât en eux un exemple de magnanimité aimable, de la même façon qu'il avait déjà trouvé en nous un exemple d'amabilité magnanime. Ils décrétèrent alors, d'un commun accord, que leurs terres, leurs domaines et leurs royaumes seraient remis à notre entière disposition. Alfarbal en personne revint aussitôt avec 9038 grands navires marchands, transportant les trésors non seulement de sa maison et de la famille royale, mais de presque tout le pays, car alors qu'ils s'embarquaient pour faire voile ouest-nord-est, tous en foule jetés dans le navire or, argent, bagues, joyaux, épices, baumes aromatiques et parfums, perroquets, pélicans, guenons, civettes, genettes, porc-épics. Il n'y avait fils de bonne famille qui n'y jetât ce qu'il avait de plus rare. Quand il fut arrivé à destination, il voulait baiser les pieds de mon père. La chose fut jugée déshonorante et ne fut pas tolérée, mais il fut embrassé chaleureusement. Il offrit ses présents, qu'on n'accepta pas car ils étaient excessifs. Il se livra comme esclave et serf de plein gré, avec toute sa descendance. On n'y consentit pas, car cela apparut comme une injustice. Il céda sur décision de ses États ses terres et son royaume, offrant l'acte de transaction et de passation, signé, scellé et ratifié par tous ceux qui avaient autorité pour le faire. On opposa un refus absolu, et les contrats furent jetés au feu. Le résultat, ce fut que mon père, apitoyé, se mit à se lamenter et à pleurer abondamment, en se rendant compte de la bonne volonté et de l'humilité des Canariens.
Il minimisait par d'exquises paroles et des propos pleins de courtoisie l'attitude magnanime qu'il avait eue, disant qu'il ne leur avait rien fait qui valût un bouton et que, s'il leur avait témoigné un peu de générosité, c'est qu'il se devait de le faire. Mais Alfarbal n'en magnifiait que davantage sa conduite. Qu'en advint-il ? Alors que pour sa rançon, acceptée en dernier recours, nous eussions pu tyranniquement exiger 20 fois 100 000 écus et garder comme otages les aînés de ses enfants, ils se sont constitués perpétuels tributaires et se sont obligés à nous verser chaque année 2 millions d'or pur à 24 carats. La première année, ils nous furent payés ici même. La deuxième, ils versèrent de leur propre chef 2 300 000 écus. La troisième, 2 600 000. La quatrième, 3 millions. Et ils augmentent toujours de la sorte, de leur plein gré, si bien que nous serons contraints de leur intimer de ne plus rien nous donner. C'est la nature même de la générosité. Le temps qui ronge et amoindrit toute chose augmente et accroît les bienfaits, car une bonne action accomplie libéralement au profit d'un homme de bon sens fructifie continuellement grâce à la noblesse de la pensée et de sa gratitude. Ne voulant donc aucunement dégénérer de la bénignité héritée de mes parents, à présent je vous pardonne et vous délivre. Je vous laisse aller francs et libres comme avant. De plus, en franchissant les portes, chacun d'entre vous sera payé pour 3 mois, afin que vous puissiez rentrer dans vos foyers au sein de vos familles. 600 hommes d'armes et 8000 fantassins vous conduiront en sûreté, sous le commandement de mon écuyer Alexandre, pour éviter que vous ne soyez malmenés par les paysans. Que Dieu soit avec vous. Je regrette de tout mon cœur que Picrocole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre que cette guerre avait lieu en dépit de ma volonté, et que je ne souhaitais pas accroître mes biens ou ma renommée. Mais puisqu'il a disparu, et qu'on ne sait où ni comment il s'est évanoui, je tiens à ce que son royaume revienne intégralement à son fils. Comme celui-ci est d'un âge trop tendre, il n'a pas encore 5 ans révolus, il sera dirigé et formé par les anciens princes et les gens de science du royaume. Et puisqu'un royaume ainsi décapité serait facilement conduit à la ruine si l'on ne réfrénait la convoitise et la cupidité de ses administrateurs, j'ordonne et veux que Ponocrates soit intendant de tous les gouverneurs, qu'il ait l'autorité nécessaire pour cela et qu'il veille sur l'enfant tant qu'il ne le jugera pas capable de gouverner et de régner par lui-même. Je considère que ce penchant trop vol et mou qu'est la faiblesse de pardonner aux méchantes gens leur offre l'occasion de plus facilement commettre de nouveaux méfaits, à cause de cette néfaste assurance de l'impunité. Je considère que Moïse, l'homme le plus doux qui fut sur cette terre en son temps, punissait sévèrement ceux qui se mutinaient et entraient en sédition au sein du peuple d'Israël. Je considère Jules César, empereur si débonnaire que, au dire de Cicéron, avoir le pouvoir de toujours sauver tout un chacun et de lui pardonner était à ses yeux le degré souverain de la réussite, et qu'avoir la volonté de le faire était son plus grand mérite. Malgré tout, dans certains cas, malgré ses maximes, il punit impitoyablement les fauteurs de rébellion. À ces exemples, je veux qu'avant de partir vous me livriez. Premièrement, ce beau Marquet, qui a été la source et la cause initiale de cette guerre par la faute de son outrecuidance. Deuxièmement, ses compagnons fouassiers qui ont négligé de calmer sa tête folle au moment voulu. Et enfin, tous les conseillers, les capitaines, les officiers et les familiers de Picrocole qui l'auraient encouragé ou glorifié, ou lui auraient conseillé de sortir de ses frontières pour nous tourmenter ainsi. Et c'est la fin du chapitre 50, les amis. On se marque une pause. Je pense qu'on va se marquer une courte pause. Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'introduction, je l'ai fait durer un peu trop longtemps, désolé. Et de plus, je pense tout simplement que on n'a pas forcément une lecture très longue ce soir. Donc j'ai pas envie de faire... en fait, j'aime pas quand je mets les rediffs en ligne, je n'aime pas me rendre compte qu'au final, j'ai limite autant parlé que je n'ai lu. Je trouve ça un peu dommage, vu que c'est des lives de lecture, pour moi, il faut qu'il y ait plus de lecture que de parlotte, quoi. Enfin bref, vous avez compris un peu. Et du coup, nous avons eu le fin mot de la guerre picrocoline, a priori. Je suppose que ce qu'il reste de chapitre, ça va être un peu la résolution... Même pas la résolution du problème, puisque, voilà, comme je le dis, là, le conflit a trouvé son apogée et a été réglé. Donc on va un peu avoir la situation finale, quoi, la vie après cette péripétie, après cette guerre. Et du coup, c'est assez marrant, enfin, je sais pas ce que vous en dites, je sais pas si vous aimez ou pas. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu des mélanges de tons
dans ce roman, c'est-à-dire que, comme je le disais en début de live, à la fois c'est construit comme une histoire réelle, histoire avec un grand H. Donc c'est écrit comme si c'était le narrateur qui se faisait témoin d'une histoire qui avait vraiment eu lieu, et très documenté avec plein de noms de lieux qui sont pour le coup réels, plein de références aussi à divers bouquins, etc., qui ancrent encore un peu plus dans le réel le récit. Du coup, voilà, on a ce côté historique quasiment, mélangé à ce côté très léger, avec plein de petits événements épisodiques, anecdotiques pour certains chapitres, où voilà, sur un chapitre il va se passer un truc un peu léger, un peu loufoque, parfois un peu grivois, un peu vulgaire, mais jamais comment dire, jamais choquant, je trouve, jamais provocateur ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, j'en ai pas eu l'impression, perso. Je trouve que c'est bien fait et que justement ça montre et ça rejoint la troisième variable de ce roman, je trouve. C'est un peu ce côté philosophique, c'est-à-dire que le narrateur, et donc l'auteur, une fois de temps en temps nous glisse des petites morales de ci de là, son petit avis sur la question. Et en l'occurrence, bah voilà, comme il le disait dans le prologue, le fait que la vulgarité, etc., c'est, comment dire, ce sont des sujets comme les autres et c'est pas forcément quelque chose de tabou. Et du coup, le fait que ces textes, bien qu'ils présentent de la légèreté, etc., si on creuse un petit peu, si on gratte un petit peu, on peut trouver la substantifique moelle, si on ronge l'os, et que du coup, bah, derrière, on a des messages vraiment humanistes. Hein. François Rabelais était un humaniste. Il y en a vraiment des messages humanistes avec la pensée de François Rabelais, avec justement là, la harangue de Gargantua, qui nous dit grosso modo, et Grand Gousier également par ses actes, qui sont en gros très très gentils, enfin, comparé à ce qu'on aurait pu croire, justement, par rapport à leur caractère brut du début de roman. Gargantua c'est assagi, mais Grand Gousier est encore un peu comme ça, grandiloquent, etc. Donc par rapport à son caractère brut, on pourrait se dire que c'est une brute, alors que non. C'est un mec à grand cœur qui veut pas faire la guerre, qui veut pas punir ses ennemis, qui n'exige pas énorme réparation insurmontable de la part de leurs ennemis, qui n'a pas dans le but d'humilier les ennemis, etc., etc. Enfin, et je trouve ça hyper intéressant comme manière de gérer la chose. C'est d'ailleurs même troublant et étonnant, je trouve, qu'il n'y ait pas un affrontement final avec Picrocole. Ça fait, comment dire, c'est comme s'il n'y avait pas eu de paroxysme à la guerre. Il n'y a pas l'affrontement genre Gargantua-Picrocole ou Grand Gousier-Picrocole dans un combat chevaleresque, enfin voilà. Non, il n'y a pas ça, et dans un premier temps, j'ai trouvé ça un peu étrange, et j'étais un peu déçu, j'attendais un peu ce moment. Et au final, je trouve que ça va bien avec le message qu'insuffle François Rabelais, c'est-à-dire que Picrocole, il est méchant, il s'est rendu compte qu'il avait fait... Enfin, il s'est rendu compte... Non, il s'est peut-être pas rendu compte qu'il avait fait des conneries pour le coup, vu qu'il attend toujours, espérant revenir, mais bon. En tout cas, il s'est rendu compte qu'il était dans la merde, qu'il avait perdu. Et du coup, il y a même pas d'affrontement final, c'est genre, il s'enfuit. Et je trouve ça intéressant parce que, métaphoriquement, ça sonne un peu comme une leçon, un peu comme, voilà, les méchants, ils sortent par la petite porte, entre guillemets, ils ont même pas de mort glorieuse, etc., ou quoi que ce soit, à mourir au combat, etc. Il n'y a pas besoin de les humilier ou quoi que ce soit, puisque quelque part, ils se punissent eux-mêmes. Ils s'humilient eux-mêmes, entre guillemets, dans le sens où justement, vu que Picrocole quitte la guerre comme ça, de cette manière, par la fuite, etc., c'est un peu, il a pris une leçon, quoi. Il a la queue entre les jambes, il s'enfuit... Voilà, c'est ça. Pour moi, il a reçu sa punition et son humiliation par son seul comportement. Enfin voilà. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter de la part de Grand Gousier et de Gargantua. Et malgré tout, à la fin, Gargantua, qui a dit qu'il allait être sympa avec tout le monde, dit bon, c'est pas parce que je suis sympa que je vais pas punir quelques personnes quand même. Mais bon, les punitions sont pas aussi horribles que ce à quoi on aurait pu aboutir lors d'une guerre, je pense.
Donc voilà. Voilà. Et ouais, voilà, c'est plus réaliste Nenushka, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'en soi c'est plus réaliste pour le coup. Donc ça va encore dans le délire de faire quelque chose peut-être de plus historique, je trouve. Enfin bref. En tout cas, ouais, je trouve ça. En fait, je trouve ça plus réaliste au sens aussi, plus humain, quoi. Ça ressemble plus, peut-être. Vous savez, on dit souvent, enfin, comment dire, quand il y a quelque chose d'un peu fou, etc., on peut se dire que c'est un comportement de fiction, un comportement héroïque entre guillemets. De toute manière, les personnages des fictions ont souvent un comportement héroïque. Là, pour le coup, c'est peut-être plus réaliste en mode plus humaniste entre guillemets, dans le sens où ouais, c'est, enfin plus humain en tout cas, pardon, dans le sens où c'est des réactions que des gens honnêtes auraient peut-être plus. Euh, En tout cas, c'est des gens qui ont le souci de ce qu'ils font. C'est pas juste je suis héros, peu importe ce que je fais. Euh, Bon, je reprends cet exemple parce que c'est un exemple hyper connu et hyper populaire, mais c'est pas Superman dans Man of Steel qui se bat avec Zor-El, si je dis pas de conneries, qui tue des milliers de personnes puisqu'il fait s'écrouler des tonnes de bâtiments, etc. Enfin bref, donc ouais, il y a quelque part plus quelque chose de moral entre guillemets dans ces personnages, je trouve. Et au final, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a une dichotomie assez importante entre l'image, je trouve, qu'on a de Gargantua en général et le Gargantua du roman. C'est-à-dire que l'image de Gargantua qu'on a le plus souvent, je pense que c'est justement le Gargantua qui s'empiffre pour faire le carnaval quasiment tous les ans. Il y a un Gargantua sur un char et il a une chope de bière dans une main et un cuisseau de poulet dans l'autre. Donc voilà, on a plus l'image de Gargantua, le bon vivant, etc., etc. Et c'est un trait de sa personnalité, surtout au début du roman. D'ailleurs, au final, depuis, il s'est un peu il est pas devenu parfait diététicien peut-être, mais en tout cas il a revu un petit peu sa manière de vivre et d'exagérer des choses, des bonnes choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant de voir ce décalage entre le mythe populaire de Gargantua et au final, dans le roman, ce Gargantua peut-être qui essaie qui apprend entre guillemets, qui apprend et qui devient une meilleure version de lui-même. Ah d'accord, Nenushka nous disait que c'était plus réaliste en parlant des perdants qui s'enfuient. Ouais, c'est vrai aussi. Je sais pas, j'ai pas une connaissance énorme des guerres, mais c'est vrai que ça me semble plus réaliste aussi. Euh, Dans ma tête, les perdants d'une guerre ont plutôt tendance à fuir que à faire un grand coup d'éclat. Enfin, j'ai l'impression que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, quoi. Soit ils s'enfuient, soit ils font un dernier grand coup d'éclat grandiloquent en se jetant dans la baston. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Bref. Nous allons reprendre la suite de la lecture. Et les phases de lecture vont être assez courtes en vérité ce soir, puisque il nous reste 9 chapitres. Et je vais vous lire 5 et 4, sauf qu'ils sont assez courts si je dis pas de conneries. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous lire du chapitre 51 à 55 inclus, et après je vous lirai de 56 à 59. Ouais, ce sera bien, je vais changer le chapitre. Je vais changer le titre du live, pardon. Je l'avais pas fait au dernier live, c'est pas bien. Je vais me taper sur les doigts. Bon, en vrai, c'est pas hyper important non plus, mais... Hop. Et ouais, je pense que en vrai, on est à bientôt 1 heure de live, mais je pense que ce live va pas durer grand temps. Du coup, on va faire une seconde pause, mais bon, elle sera courte et elle arrivera bientôt. Je pense qu'en vrai, ce live va durer 1h30, 1h45 grand max. Bref, c'est pas la durée qui compte, c'est la lecture, l'histoire qu'on nous donne, la qualité de l'histoire et de la lecture
Parce que ouais, si je lis pas bien, c'est moins bien. Donc il faut que je me concentre pour bien lire. Je me remets dedans. Je crois que Nenouchka, on est rendu à être K2. Je pense que Selkia et The Gain nous ont quittés. Donc du coup, je te souhaite une bonne écoute, Nenouchka. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la seconde pause. Comment les gargantuistes vainqueurs furent récompensés après la bataille. Chapitre 51. La harangue de Gargantua terminée, on livra les séditieux qui l'avaient réclamé, à l'exception de Spadassin, de Merdaille et de Menuaille, qui s'étaient enfuis 6 heures avant la bataille, l'un jusqu'au col d'Agnolo d'une traite, un autre jusqu'au Val de Vire, et le dernier jusqu'à Logrogno, sans regarder derrière lui, ni reprendre haleine en chemin, à l'exception également de 2 foissiers qui moururent dans la journée. Gargantua ne leur fit pas d'autre mal que de les préposer à serrer les presses de son imprimerie récemment fondée. Quant à ceux qui étaient morts sur place, il les fit inhumer honorablement dans la vallée des Noirettes et au champ de Brûlevieille. Il fit panser et soigner les blessés dans son grand hôpital. Ensuite, il s'inquiéta des torts causés à la ville et aux habitants, il les fit rembourser de tous leurs dommages sur la foi de leurs dires et de leurs paroles, et il fit bâtir un puissant château qu'il pourvut de troupes et de sentinelles pour avoir à l'avenir une meilleure défense contre les troubles imprévus. En partant, il remercia chaleureusement tous les soldats de ses légions qui avaient contribué à la victoire, et il les renvoya prendre leur quartier d'hiver, dans leurs postes et leurs garnisons, à part quelques légionnaires d'élite qu'il avait vus accomplir certaines prouesses le jour de la bataille, ainsi que les capitaines des compagnies qu'il emmena avec lui auprès de Grand Gousier. En les voyant arriver, le bonhomme fut si joyeux qu'il serait impossible de le décrire. Il leur fit alors préparer le festin le plus magnifique, le plus copieux et le plus délicieux que l'on ait vu depuis le temps du roi Assuérus. En sortant de table, il distribua entre tous la garniture complète de son buffet. Elle pesait 1 800 014 besants d'or, en grands vases à l'antique, grands pots, grands bassins, grandes tasses, coupes, pichets, candélabres, jattes, nefs jardinières, drageoires et autres vaisselles de même type, tout en or massif, sans parler des pierreries, émaux et ciselures, qui de l'avis de tous avaient plus de prix que la matière des objets. De plus, il fit compter à chacun 1 200 000 écus sonnants et trébuchants, pris à ses coffres. De surcroît, il donna à chacun d'eux, à titre perpétuel, sauf s'il mourait sans héritier, des châteaux et des terres du voisinage selon leur convenance. À Ponocrates, il donna la roche Clermont, à Gymnaste le Coudray, à Eudémon Montpensier, le Rivaux à Tolmer, à Itibol Montsoro, à Acamas Candes, Varan à Chironacte, Gravo à Sébaste, Quinquenet à Alexandre, Ligré à Sophrone, et fit de même pour ses autres possessions. Comment Gargantua fit bâtir pour le moine l'abbaye de Thélème. Chapitre 52. Il ne restait plus qu'à doter le moine. Gargantua voulait le faire abbé de Seuilly, mais il refusa. Il voulut lui donner l'abbaye de Bourgueil, ou celle de Saint-Florent, celle qui lui conviendrait le mieux, ou toutes les deux s'il lui plaisait. Mais le moine lui répondit catégoriquement qu'il ne voulait ni se charger de moine, ni en gouverner. « Comment, disait-il, pourrais-je gouverner autrui alors que je ne saurais me gouverner moi-même ? S'il vous semble que je vous ai rendu et que je puisse à l'avenir vous rendre quelque service qui vous agrée, permettez-moi de fonder une abbaye à mon idée. » La requête agréa à Gargantua, qui offrit tout son pays de Thélème, le long de la Loire, à 2 lieues de la grande forêt de Port-Huot. Il pria Gargantua d'instituer son ordre au rebours de tous les autres. « Alors, dit Gargantua, pour commencer, il ne faudra pas construire de murailles alentour, car toutes les autres abbayes sont sauvagement murées. »« C'est vrai, dit le moine, et cela ne reste pas sans effet. Là où il y a des murs devant aussi bien que derrière, il y a force murmures, envies et conspirations réciproques. Bien plus, vu qu'il est d'usage, en certains couvents de ce monde, que si quelque femme y pénètre, j'entends une de ces femmes prudes et pudiques, on nettoie l'endroit par où elle est passée. Il fut ordonné que, s'il y entrait par hasard un religieux ou une religieuse, on nettoierait soigneusement tous les endroits par où il serait passé. Et parce que dans les couvents de ce monde tout est mesuré, limité et réglé par les heures canoniques, on décréta qu'il n'y aurait là ni horloge ni cadran, mais que toutes les occupations seraient distribuées au gré des occasions et des circonstances. Gargantua disait que la plus sûre perte de temps qu'il connût, c'était de compter les heures. Qu'en retire-t-on de bon ? Et que la plus grande sottise du monde, c'était de se gouverner au son d'une cloche, et non selon les règles du bon sens et de l'intelligence. En outre,
parce qu'en ce temps-là, on ne faisait entrer en religion que celle des femmes qui étaient borgnes, boiteuses, bossues, laides, souffreteuses, folles, insensées, maléficiées et tarées, et que les hommes catarreux, mal nés, niais, fardeaux de maison. À propos, dit le moine, une femme ni belle ni bonne, à quoi sert-elle? À mettre en religion, dit Gargantua. C'est vrai, dit le moine, et à faire des chemises de toile. On ordonna que ne seraient reçues en ce lieu que femmes belles, bien formées et de bonne nature, et hommes beaux, bien formés et de bonne nature. En outre, parce que dans les couvents de femmes, les hommes n'entraient qu'à la dérobée, clandestinement, on décréta qu'il n'y aurait pas de femmes si les hommes n'y étaient, ni d'hommes si les femmes n'y étaient. En outre, parce que les hommes, aussi bien que les femmes, une fois reçus en religion, étaient, après l'année probatoire, forcés et contraints d'y demeurer continuellement leur vie durant, il fut établi que les hommes, aussi bien que les femmes, admis en ces lieux, sortiraient quand bon leur semblerait, entièrement libres. En outre, parce que d'habitude les religieux faisaient 3 vœux, à savoir de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, on institua cette règle que là, on pourrait, en tout bien tout honneur, être marié, que tout le monde pourrait être riche et vivre en liberté. Quant à l'âge légal, on recevait les femmes de 10 à 15 ans et les hommes de 12 à 18. Comment fut bâtie et dotée l'abbaye des Télémites? Chapitre 53. Pour la construction et l'aménagement de l'abbaye, Gargantua fit verser comptant 2 700 830 et 1 mouton à la grande laine, et pour chaque année, jusqu'à ce que tout soit achevé, il assigna prix sur la recette de la dive, 1 669 000 écus au soleil et autant à l'étoile poussinière. Pour sa fondation et son entretien, il fit don, à titre perpétuel, de 2 369 514 nobles à la rose de rente foncière, garantis, amortis et payables chaque année à la porte de l'abbaye, et il leur délivra les actes y afférents. On la bâtit en hexagone pour les structures, de telle sorte qu'à chaque angle s'élevait une grosse tour ronde mesurant 60 pas de diamètre. Elles étaient toutes semblables par leur taille et leur configuration. La Loire coulait au nord, et sur sa rive se dressait une des tours, baptisée Arctique. La suivante, regardant vers l'est, était appelée Bel Air, l'autre en continuant orientale, l'autre après Antarctique, l'autre ensuite occidentale, et la dernière glaciale. Il y avait entre les tours un espace de 312 pas. Tout l'édifice comportait 6 étages en comptant les caves sous terre. Le second était voûté en anse de panier, et tout le reste était plaqué de gypse des Flandres, sculpté en cul de lampe. Le toit, couvert d'ardoises fines, se terminait par un faîtage de plomb représentant de petits personnages et animaux, bien assortis et dorés. Les gouttières saillaient du mur entre les croisées, peintes en diagonale d'or et d'azur, jusqu'à terre où elles aboutissaient à de grands chéneaux qui tous conduisaient à la rivière en contrebas du logis. Celui-ci était 100 fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly, car il comptait 9 332 appartements, chacun comportant arrière-chambre, cabinet, garde-robe, oratoire et vestibule donnant sur une grande salle. Entre 2 tours, au milieu du corps de logis, se trouvait un escalier à vis interrompu, dont les marches parties en porphyre, parties en pierre de Numidie, parties en serpentine, étaient longues de 22 pieds. Leur épaisseur était de 3 doigts, et on comptait 12 marches entre 2 paliers. À chaque palier, il y avait 2 belles arcades à l'antique, par lesquelles entrait la lumière et qui donnaient accès à une loggia à claire-voie, de la même largeur que la vis. Celle-ci montait jusqu'au-dessus du toit et là se terminait par un pavillon. Par cette vis, on accédait de chaque côté à une grande salle, et des salles aux appartements. Depuis la tour arctique jusqu'à la tour glaciale, régnaient les grandes bibliothèques de grec, latin, hébreu, français, italien et espagnol, réparties sur les différents étages selon les langues. Il y avait au centre une merveilleuse vis où l'on entrait depuis l'extérieur du logis par un arceau large de 6 toises. Ces dimensions avaient été harmonieusement calculées de façon à permettre à 6 hommes d'armes, la lance à la cuisse, de monter ensemble de front jusqu'au haut du bâtiment. Depuis la tour orientale jusqu'à la tour antarctique s'ouvraient de belles et grandes galeries, toutes ornées de peintures représentant les prouesses antiques et des descriptions détaillées de la terre. Au milieu, il y avait une montée, et une porte semblables à celle que nous avons mentionnée du côté de la rivière. Sur la porte était rédigée en capitale romaine l'inscription suivante. L'inscription mise sur la grande porte de Thélème. Chapitre 54. Si n'entrez pas, hypocrite bigot, vieux matagot souffreteux bien enflé, torcole, idiot plus que n'étaient les Goths, ou les ostrogoths, précurseurs des magots, porteurs de airs, cagots, cafards empantouflés.
Gueux emmitouflés, frappards écorniflés, bafoués enflés qui allumez les fureurs, filez ailleurs vendre vos erreurs. Ces erreurs de méchants empliraient méchants de méchanceté, et par fausseté troubleraient méchants, ces erreurs de méchants. Si n'entrez pas, juristes mâchefoins, clercs, basochiens, qui le peuple mangeait, juges d'officialité, scribes et pharisiens, juges anciens qui les bons paroissiens, ainsi que des chiens jetés au charnier, votre salaire est au gibet. Allez-y, brère, ici on ne fait nul excès qui puisse en vos cours susciter un procès. Pour procès et débats, il n'y a guère de lieu débat, ici où l'on vient s'ébattre pour votre soul débattre, puissez-vous avoir plein cabas de procès et débats. Ici n'entrez pas, vous, usuriers avares, gloutons lécheurs qui toujours amassez, grippes minots, souffleurs de brouillard, courbés camards qui, dans vos coquemards, de 1000 marques n'auriez pas assez. Vous n'êtes pas écœurés pour ensacher et entasser, flemmards à la maigre face, que la malle mort sur le champ vous efface. Ah, face inhumaine de ces gens, qu'on les mène tondre ailleurs, séant, ce serait malséant, quittez ce domaine, face inhumaine. Si n'entrez pas, vous, balourds matins, ni soir ni matin, vieux chagrins et jaloux, vous non plus, rebelles, mutins, ectoplasmes, lutins, de danger compte palatin, grecs ou latins, plus à craindre que loups, ni vous, galeux, vérolés jusqu'au cou. Emmenez vos lupus, rongés railleurs de bon cœur, croûteux, couverts de déshonneur. Honneur, louange, bon temps sont ici constants d'un joyeux accord. Tous sont saints de corps, aussi leur dis-je vraiment, honneur, louange, bon temps. Si, entrez, et soyez bienvenus, bien réussis, vous tous, nobles chevaliers. C'est ici le lieu où les revenus sont bien reçus pour qu'entretenus, grands et peuples menus, vous soyez par milliers. Vous serez mes intimes et mes familiers, gaillards et délurés, joyeux, plaisants, mignons, tous de la classe des gentils compagnons. Compagnons gentils, sereins et subtils, sans nulle bassesse de délicatesse, voici les outils, compagnons gentils. Si, entrez, vous, qui le saint évangile, annoncez en sens agile malgré ce qu'on gronde, vous aurez séant refuge et bastille, contre l'hostile erreur qui tant distille son faux style pour en empoisonner le monde. Entrez, que l'on fonde ici la foi profonde, puis que l'on confonde par écrit et par vive parole les anomies de la sainte parole, que la parole sainte désormais ne soit éteinte en ce lieu très saint, que chacun en soit saint, que chacune porte en son sein la parole sainte. Si entrez, vous, dames de haut parage, sans embâge, entrez sous d'heureux présages, fleurs de beautés au céleste visage, sveltes comme pages, au maintien pudique et sage. Faire séjour ici est gage d'honneur. Le grand seigneur qui fut du lieu donateur et dispensateur a pour vous tout ordonné, et a pour parer à tout beaucoup d'ordonner. Or, donnez pardon, ordonne pardon à qui le dispense. Et cette haute récompense pour tout homme de droit sens qu'ordonner pardon. Comment était le manoir des Télémites? Chapitre 55. Au milieu de la cour intérieure, il y avait une magnifique fontaine de bel albâtre. Au-dessus, les trois grâces, portant des cornes d'abondance, rejetaient l'eau par les mamelles, la bouche, les oreilles, les yeux et autres orifices du corps. La partie intérieure du logis, située au-dessus de cette cour, était portée par de gros piliers de calcédoine et de porphyre, et de beaux arcs à l'antique, qui délimitaient de belles galeries, longues et vastes, ornées de peintures et de cornes de cerfs, licornes et rhinocéros, de dents d'hippopotames ou d'éléphants, et d'autres intéressantes décorations. Les appartements des dames allaient de la tour arctique à la porte antarctique. Les hommes occupaient le reste. En face des appartements des dames, il y avait pour les distraire, entre les deux premières tours et en dehors, les lices, l'hippodrome, le théâtre et les bains, avec les mirifiques piscines à 3 niveaux, bien pourvues de tout l'équipement nécessaire, et d'eau de myrrhe en abondance. Le long de la rivière, c'était le beau jardin d'agrément, en son milieu le beau labyrinthe. Entre les deux autres tours, les jeux de paume et de ballons. Du côté de la tour glaciale, le verger planté de toute espèce d'arbres fruitiers, tous disposés en quinconce. Au bout s'étendait le grand parc, foisonnant de toutes sortes de bêtes sauvages. Entre la troisième paire de tours se trouvaient les buttes pour tirer à l'arquebuse, à l'arc et à l'arbalète. À l'extérieur de la tour occidentale, les communs à un seul étage. Au-delà des communs, les écuries. Devant eux, la fauconnerie, qui était régie par des autoursiers bien experts en l'art et fournis chaque année par les Crétois, les Vénitiens et les Sarmates de toutes sortes d'oiseaux de pure race, aigles, gerfauts, autours, sacres, laniers, faucons, éperviers, émerillons et autres, si bien dressés et domestiqués qu'en partant du château pour voler aux champs, ils prenaient tout ce qu'ils rencontraient. Le chenil était un peu plus loin, en allant vers le parc.
Toutes les salles, les chambres et les cabinets étaient tapissés de façon diverse, suivant la saison de l'année. Tout le carrelage était recouvert de drap vert, les lits étaient faits de broderies. Dans chaque arrière-chambre, il y avait un miroir de cristal, enchâssé d'or fin et garni de perles tout autour, d'une taille telle qu'il pouvait faire voir vraiment toute la personne. Aux portes des appartements, des dames se tenaient les parfumeurs et les coiffeurs. Entre leurs mains passaient les hommes quand ils rendaient visite aux dames, et ils pourvoyaient chaque matin les chambres des dames d'eau de rose, d'eau de fleurs d'oranger et d'eau de myrrhe. À chacune, ils apportaient la précieuse cassolette, toute fumante de toutes sortes de vapeurs aromatiques. Et c'est la fin du chapitre 55, les amis. On se marque une pause, une toute petite pause minuscule. Une toute petite pause minuscule, tout simplement parce que vous aurez remarqué, les derniers chapitres, c'est un peu la conclusion. Donc j'ai pas envie de couper la conclusion, entre guillemets, de l'histoire en plusieurs fragments. Et qu'en plus, les chapitres sont très courts, puisque là, la première pause, je l'ai fait il y a 15 minutes, quoi, grosso modo. Donc en gros, on met 3 minutes par chapitre, même pas. Bref. En tout cas, vous voyez un peu, du coup, qu'au final, Gargantua, qui avait demandé voir les principaux fautifs pour faire quand même preuve d'exemplarité, je dirais. C'est-à-dire, comme on dit souvent, les punir pour faire exemple. Et au final, même leur punition est hyper sympa, puisque Gargantua, en gros, leur donne un métier, quoi. Et les rembourse de tous les griefs qu'ont pu leur apporter la guerre. Donc c'est ouf, quoi. Gargantua est vraiment bon jusqu'au bout. Genre il les réinsère dans la société totalement. Il fait pas de prisonnier, il fait pas de torture, il fait pas d'exécution, quoi que ce soit. Il fait pas il demande même pas d'or au final. Il demande juste qu'ils vivent leur vie, voire il leur donne des choses. Ils sont totalement libres. Et puis bon, il les force à travailler dans son imprimerie. Mais bon, c'est plutôt une punition sympa, je trouve. A priori, en tout cas de ce qu'on en sait, je pense pas qu'à l'infirmerie. Je pense pas qu'à l'imprimerie, les personnalités de guerre se fassent fouetter. Ça a l'air plutôt d'être chill et sympa. Donc au final, même dans la punition, Gargantua est vraiment cool. Et ouais, j'aime bien cette moralité, je trouve ça super sympa. Et du coup, j'avais totalement éludé ce passage de ma tête. Mais c'est vrai, le frère Saint-Jean les Entomeurs est en train de fonder son abbaye, l'abbaye de Thélème. Et ouais, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. En fait, c'est drôle, parce que du coup, ça met presque Saint-Jean des Entomeurs comme héros, entre guillemets, du roman. C'est ça qui est marrant. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Gargantua, c'est que ça s'appelle Gargantua, mais c'est pas forcément la vie de Gargantua, enfin comment dire, c'est pas tous les exploits, etc. de Gargantua. Alors bien sûr, il y a plein d'épisodes sur Gargantua, et d'ailleurs beaucoup d'épisodes anecdotiques et épisodiques sont sur Gargantua, mais malgré tout, on pourrait se dire que, limite à égalité, Saint-Jean des Entomeurs prend autant de place que Gargantua. Pareil, le père de Gargantua, Grand Gousier, prend énormément de place dans le roman, et du coup, c'est cool parce que, enfin moi j'aime bien ça en tout cas, on a cet effet de troupe, et du coup on suit la vie et l'histoire de toute une, j'allais dire confrérie, mais c'est pas vraiment le terme, mais ouais, de toute une pléiade de personnages, et non pas seulement Gargantua. Donc c'est grave cool, et puis voilà, comme je disais, le fait que là, vraiment les chapitres de conclusion, ce soit Gargantua qui donne la possibilité à Saint-Jean des Entomeurs de bâtir et de fonder son abbaye avec ses propres règles, etc. C'est marrant parce que c'est vraiment... Enfin, on a presque l'impression que c'est Saint-Jean des Entomeurs qui est le héros de l'histoire, puisque c'est lui qui est dans une situation agréable à la fin. Enfin ouais, c'est étonnant. Mais ouais, et c'est très cool. Et du coup, les règles... Alors, il y a quelques règles, je pense, qui sont peut-être un peu vieilli, parce que le texte date quand même du 15e siècle, je pense. Ah, non,
du 16e plutôt. Parce que François Rabelais est né au 15e. Ouais, voilà, ça date du 16e siècle. Je me rappelle que j'ai l'édition de 1542, si j'ai pas de conneries. Donc ouais. Donc voilà, il y a quelques valeurs qui sont un petit peu vieillies peut-être et qui nous parlent pas beaucoup à notre époque. Mais sinon, c'est drôle de voir à quel point il va à rebrousse-pied de toutes les lois habituelles des abbayes ou des lieux, genre les couvents, etc. C'est ce qu'il disait, des lieux religieux. Et que, personnellement, à part quelques exceptions, ça m'a l'air plutôt sympa et ça m'a l'air plutôt très bienveillant et très cool. Et bah ouais, j'ai l'impression que c'est l'abbaye rêvée, entre guillemets. Enfin bref. Du coup, il ne nous reste plus que 4 chapitres et on a terminé cette histoire. En plus, 4 chapitres assez courts, les gens. Je vais pas faire durer plus longtemps ce live. On poursuit avec les 4 derniers chapitres tout de suite. Bonne écoute Nenouchka si tu es encore là. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et à dans quelques minutes pour l'outro de ce live. Comment étaient vêtus les religieux et les religieuses de Thélème? Chapitre 56. Les dames, au premier temps de la fondation, s'habillaient selon leur plaisir et leur goût. Depuis, et de leur plein gré, la réforme suivante a été faite. Elles portaient des bas d'écarlate ou de cochenille qui montaient au-dessus du genou de 3 doigts exactement, et cette lisière était de belles broderies et de gui pur. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets et elles prenaient le genou par en dessus et par en dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles étaient en velours cramoisi, rouge ou violet, découpés en barbes d'écrevisses. Par-dessus leur chemise, elles revêtaient la belle basquine d'un beau camelot de soie. Elles passaient sur celle-ci le vertugadin de taffetas blanc, rouge, fauve, gris, etc. Par-dessus, la cotte de taffetas d'argent brodée d'or fin et d'arabesques faites à l'aiguille, ou, selon que bon leur semblait et suivant l'air du temps, de satin, de damas, de velours orangé, fauve, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge, brillant, blanc, de drap d'or, de toile d'argent, de cannetilles, de broderies, suivant les fêtes. Les robes étaient selon la saison de toile d'or à frisure d'argent, de satin rouge couvert de cannetilles d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, fauve, de serge de soie, de camelot de soie, de velours, de drap d'argent, de toile d'argent, de fil d'or, de velours ou de satin avec fil d'or apparent, dessinant divers motifs. En été, certains jours, elles portaient au lieu de robes de belles chasubles, avec les mêmes décorations ou quelques surtout à la mauresque, de velours violet à frisure d'or sur cannetilles d'argent, ou à cordelières d'or garnies aux coutures de petites perles indiennes. Et toujours le beau panache assorti à la couleur des manchons et bien garni des pampilles d'or. En hiver, c'étaient des robes de taffetas, dans les couleurs susdites, fourrées de loup-cervier, de genette noire, de martre de Calabre, de zibeline et d'autres fourrures précieuses. Les chapelets, les bagues, les chaînes, les colliers étaient en fine pierrerie, escarboucles, rubis, balais, diamants, saphirs, émeraudes, turquoises, grenats, agates et unions hors de pair. Le type de coiffure variait avec le temps. En hiver à la française, au printemps à l'espagnole, en été à la toscane, sauf les jours de fêtes et les dimanches, où elle portait la coiffure française parce qu'elle est plus décente et sied mieux à la retenue des dames. Les hommes étaient habillés à leur façon. Bas de chausses de lainage ou de serge drapés, d'écarlate, de cochenille, blancs ou noirs, hauts de chausses de velours des mêmes couleurs ou dans les mêmes tons, brodés et découpés à leur idée, pourpoints de drap d'or, d'argent, de velours, de satin, de damas, de taffetas, toujours dans les mêmes couleurs, découpés, brodés et passementés à la pointe de l'élégance, aiguillettes de soie dans les mêmes teintes, ferrets en or bien émaillés, sées et chamarres de drap ou de toile d'or, de drap d'argent, de velours rebrodé à plaisir, robes aussi précieuses que celles des dames, ceintures de soie aux couleurs du pourpoint, chacun une belle épée au côté, poignée dorée, fourreau de velours de la couleur des chausses, bout d'or et d'orfèvrerie, le poignard de même, bonnet de velours noir garni de force boutons et glands d'or, au-dessus la plume blanche joliment divisée par des paillettes d'or au bout desquelles pendaient en guise de pampilles de beaux rubis, des émeraudes, etc. Mais une telle sympathie régnait entre les hommes et les femmes, que chaque jour ils étaient vêtus des mêmes parures, et pour ne pas y manquer, certains gentilshommes étaient préposés pour dire chaque matin aux messieurs quelle livrée les dames souhaitaient porter ce jour-là, car tout se faisait d'après la volonté des dames.
Ne pensez pas qu'hommes et femmes perdissent de leur temps à se vêtir si élégamment, ni à se parer si richement, car les maîtres des garde-robes tenaient chaque matin les habits tout prêts. Les femmes de chambre étaient si expertes qu'en un instant les dames étaient prêtes, habillées de pied en cap. Et pour se procurer ces vêtements plus commodément, il y avait près du bois de Thélème un grand corps de bâtiment long d'une demi-lieue, bien clair et bien aménagé, dans lequel demeuraient les orfèvres, les lapidaires, les brodeurs, les tailleurs, les fileurs d'or, les veloutiers, les tapissiers et les hôtelissiers. Chacun y œuvrait à son métier, uniquement pour le service de nos religieux et religieuses. Ils étaient fournis en matières premières et en étoffes par les soins du seigneur Nociclette, qui leur envoyait chaque année des îles Perla et Cannibal 7 navires chargés de lingots d'or, de soie brute, de perles et de pierreries. Si quelques perles avaient tendance à vieillir et perdaient leur blancheur native, on les rajeunissait artificiellement en les donnant à manger à quelques beaux coqs, comme on donne leur cure aux faucons. Comment était réglé le mode de vie des Télémites? Chapitre 57. Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Et toutes leurs règles tenaient en cette clause. Fais ce que tu voudras. Parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon, qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand une vile et contraignante suggestion les abaisse et les asservit, pour déposer et briser le joug de servitude, ils détournent ce noble sentiment qui les inclinait librement vers la vertu, car c'est toujours ce qui est défendu que nous entreprenons, et c'est ce qu'on nous refuse, que nous convoitons. Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d'efforts pour faire tous ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si on disait « jouons », tous jouaient. Si on disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Si c'était pour chasser au vol ou à court, les dames montaient sur de belles haquenets, avec leurs fiers palefrois, portaient chacune sur leur poing joliment ganté un épervier, un ânier, un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues, et s'en servir pour composer en vers aussi bien qu'en prose. Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si nobles, si habiles à pied comme à cheval, si vigoureux, si vifs, et maniant si bien toutes les armes que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si élégantes, si mignonnes, moins ennuyeuses, plus habiles de leurs doigts à tirer l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant à une femme noble et libre que celle qui était là. Pour ces raisons, quand le temps était venu que l'un des Télémites voulut sortir de l'abbaye, soit à la demande de ses parents, soit pour d'autres motifs, il emmenait avec lui une des dames, celle qu'il avait choisie pour chevalier servant, et ils étaient mariés ensemble. Et s'il avait bien vécu à Thélème en affectueuse amitié, ils cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage. Leur amour mutuel était aussi fort à la fin de leurs jours qu'au premier temps de leurs noces. Je ne veux pas oublier de vous rapporter une énigme que l'on trouva en creusant les fondations de l'abbaye sur une grande plaque de bronze. La voici telle qu'elle était. Énigme en prophétie. Chapitre 58. Pauvre humain qui le bonheur attendait, ô les cœurs, et mes paroles écoutez. S'il est permis de croire fermement que, par les astres qui sont au firmament, l'esprit humain puisse de lui-même parvenir à prophétiser les choses à venir, ou si l'on peut, par une divine puissance, du sort futur avoir connaissance, au point de sûrement conjecturer du lointain avenir le cours et la destinée, je fais savoir à qui voudra l'entendre que l'hiver prochain, sans plus attendre, et même plus tôt, en ce lieu où nous sommes, il surgira une race d'hommes, qui, lassés du repos, dégoûtés de ne rien faire, iront d'un libre pas, et en pleine lumière, pousser les gens de toutes conditions à s'affronter en rivales factions. Et si l'on veut les croire et les écouter, quoi qu'ils doivent advenir, quoi qu'ils doivent en coûter, ils feront entrer en conflit visiblement les amis entre eux, les proches parents. Le fils effronté ne craindra point la honte amère de se dresser contre son propre père. Même les grands, de hauts lieux sortis par leur sujet, se verront assaillis, et le devoir d'honneur et de déférence perdront alors toute valeur et tout sens, car on dira que chacun à son tour doit s'avancer puis faire demi-tour. À ce propos, il y aura tant de mêlées, tant de combats, de venues et d'allées, que nulle histoire relatant grande merveille n'a fait allusion à une agitation pareille. On pourra voir alors maint homme de valeur poussé par l'aiguillon de jeunesse et l'ardeur, accordant trop de foi à cet appel violent,
mourir en sa fleur et vivre peu de temps. Et nul ne pourra délaisser ce labeur une fois qu'il y aura mis tout son cœur, sans avoir rempli par querelles et débats le ciel de tumulte et la terre de pas. C'est alors qu'auront la même autorité hommes sans foi et gens de vérité. Car tous adopteront les positions passionnées de la foule ignorante, insensée. Le plus lourdeau sera choisi pour juge. Ô dévastateur et pénible déluge! Je dis déluge avec de bonnes raisons, car ces épreuves ne seront plus de saison, et la terre n'en aura délivrance que quand jailliront en abondance de soudaines eaux dont les mieux trempés, surpris en combattant, se verront inondés. Et ce sera bien fait, car à ces joutes occupées, leur cœur n'aura pas su épargner ces troupeaux d'innocents animaux, que de leurs nerfs et de leurs vils boyaux il ne soit pas fait odieux sacrifice, mais objet qui aux mortels rende service. Et maintenant, je vous laisse à penser comment tout cela pourra se passer et quel repos dans une crise si profonde pourra trouver le corps de la machine ronde. Les plus heureux qui le plus d'elle retireront de ne la perdre ni la gâcher s'efforceront et tâcheront de plus d'une manière de la détenir et de la garder prisonnière. Si bien que la pauvre déchiquetée n'aura recours qu'auprès de qui l'aura créée. Et pour accroître la tristesse de son destin, le clair soleil, avant que d'être à son déclin, laissera tomber l'obscurité sur elle. Plus dense qu'en éclipse ou qu'en nuit naturelle, elle perdra d'un coup sa liberté et sa faveur due au ciel avec sa clarté, ou pour le moins elle demeurera isolée. Mais avant cette chute désolée, longtemps elle aura manifesté clairement un violent et si grand tremblement que l'Etna ne fut pas tant bouleversé quand il fut sur un fils de Titan jeté. Et c'est moins brusque qu'il faut se représenter le mouvement que fit Ischia quand Typhée si fort se courrouça que dans la mer les monts il précipita. Ainsi, elle sera mise en peu de temps en triste état et si souvent cédée que même ceux qui conquisent l'auront à leurs successeurs tenir la laisseront. Alors sera proche le moment propice pour mettre un terme à ce long exercice, car les grandes eaux dont nous avons parlé pousseront chacun à se retirer. Toutefois, avant de se séparer, dans l'air on pourra nettement remarquer une grande flamme dont le souffle brûlant mettra fin à l'inondation et à l'affrontement. Au reste, après la conclusion de ces événements, les élus retrouveront joyeusement tous leurs biens et la manne que le ciel dispense, et de plus, honorés d'une récompense, seront enrichis. Et les autres, à la fin, se retrouveront tout nus. Cette raison est donnée enfin pour que ces épreuves ainsi terminées, chacun ait le sort qui lui était destiné. Voilà les conventions. Il faut révérer celui qui, jusqu'à la fin, pourra persévérer. Quand la lecture de ce document fut achevée, Gargantua poussa un profond soupir, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ramenés à la foi en l'Évangile sont persécutés, mais bienheureux celui qui ne faillira pas, et tendra toujours au but que Dieu nous a fixé par son cher Fils, sans en être distrait ni détourné par les tentations de la chair. » Le moine dit, « Dans votre esprit, que pensez-vous que cette énigme désigne et représente ?»« Quoi » dit Gargantua. « C'est le cours et la persistance de la vérité divine. »« Par saint Gaudran, dit le moine, ce n'est pas mon interprétation. Le style est celui de Merlin le prophète. Trouvez-y des allégories et des significations aussi profondes que vous voudrez, et ratiocinez là-dessus tant qu'il vous plaira, vous et tout le monde. Pour ma part, je pense qu'aucun autre sens n'y est enclos qu'une description du jeu de paume en termes obscurs. Ceux qui poussent les gens à s'affronter, ce sont les organisateurs de rencontres, qui sont en général des amis. Après les deux premiers services, celui qui était sur le terrain en sort et un autre y entre. On se fie au premier qui dit si la balle est passée en dessus ou en dessous du filet. Les os, ce sont les sueurs. Les cordes des raquettes sont faites de boyaux de mouton ou de chèvre. La machine ronde, c'est la pelote ou la balle. Après la partie, on se réconforte devant un feu clair et l'on change de chemise, puis on banquette volontiers. Mais ceux qui ont gagné le font de meilleur cœur que les autres. Et grand cher. Fin. Imprimé à Lyon par François Juste. Nous en avons terminé de la lecture de Gargantua de François Rabelais. C'est donc également la fin de ce live. Et nous allons procéder à l'outro. Et du coup, bonsoir Fallen Angel. Merci d'être passé faire un coucou. En effet, tu passes faire un coucou juste à la fin. Vraiment la toute fin pour le coup. Je suis content de ce live. C'était cool. Il était court pour le coup. D'ailleurs, il n'y avait pas 59. C'est bizarre parce que... Pourquoi je dis 59 ? C'est moche. Il n'y avait pas 59
chapitres. C'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait 59, mais en fait il y en avait 58, pardon. Du coup j'aurais peut-être pu les lire directement collés à ce que j'ai lu avant. Enfin bon bref, c'est du détail. En tout cas, cette fin de roman est très bizarre je trouve, mais en même temps cool. Parce qu'on part dans des délires mystiques, etc. Et en même temps... comment dire, il y a plein de harangues, il y a plein de... C'est limite poétique. Genre là, par exemple, l'inscription qui est sur la porte de l'abbaye Télémite, ou l'énigme qu'on a trouvée dans les... dans les fondations de l'abbaye, elles étaient assez jolies à dire. Et ouais, elles étaient limite écrites comme de la poésie, je trouve. Ça roulait bien, c'était joli. Et en même temps, elles avaient des petites morales. Mais en fait, c'est bizarre parce que je trouve que ces morales sont pas très évidentes et qu'elles peuvent donner des messages contraires à certains instants. Et puis, à la fin, je vois pas exactement ce que veut dire l'auteur en faisant que Gargantua y voit un message divin, alors que le moine y voit juste la description d'un jeu de paume. Pour ceux qui connaissent pas, le jeu de paume, c'est un peu l'ancêtre du tennis, en gros. Donc, du coup, ouais, je trouve ça très particulier, très bizarre. Et comme je le disais, on finit de nous décrire comment se passe dans la vie dans l'abbaye Télémite, comme si c'était vraiment Saint Jean des Entomeurs, le héros, entre guillemets. C'est assez bizarre. Il y a plein de messages glissés, j'ai l'impression, un peu moralistes, etc., un peu humanistes partout, dans ces derniers chapitres. Et notamment pour moi le plus important, mais qui justement je trouve va de manière contradictoire avec l'énigme trouvée dans les ruines. Pour moi c'est justement la seule règle de l'abbaye qui est fais ce que tu voudras. Et en fait je partage assez l'avis du narrateur et je pense de François Rabelais. Quand il dit que les gens bien éduqués, bon, je commence par ça, mais c'est pas la propriété la plus importante pour moi, mais bon, bref. Quand il dit que les gens bien éduqués, je trouve plus les mots, c'est terrible. Du coup, ça fait genre que j'insiste sur bien éduqué, alors que c'est pas ça que je voulais dire. Les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Personnellement, c'est vrai que je suis un peu partisan, alors ça va peut-être paraître niais ou utopiste, ou voilà, mais c'est vrai que je suis un peu partisan de cette chose-là. J'ai l'impression que les gens qui ont... en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gens mauvais. J'ai l'impression que des gens mauvais par essence, ça n'existe pas. Je pense que les gens qui sont mauvais le ressentent, soit ressentent et savent qu'ils font quelque chose de mal et quelque part ont honte, etc., etc., soit ils s'en rendent pas du tout compte et à ce moment-là, ça rejoint un peu ce que je disais la dernière fois, si je dis pas de bêtises, où il y a 2 lives, je sais plus, mais à ce moment-là, je serais plus de l'avis de Jacques Brel plutôt que de dire qu'ils sont méchants. Je dirais qu'ils sont bêtes, dans le sens... Jacques Brel, dans une interview célèbre, dit que pour lui, la bêtise, c'est la méchante fée du monde. Et qu'en gros, pour lui, et je partage totalement son avis, j'arrive plus à trouver les mots exacts qu'il emploie, mais grosso modo, pour lui et pour moi, je trouve que... en fait, les gens sont bêtes et méchants par flemme la majeure partie du temps. Et pas par pure méchanceté tout simplement, ou par appât du gain ou quoi que ce soit, mais juste que, en fait, comment expliquer ? C'est compliqué d'expliquer ce genre de choses, mais qu'en gros pour moi je pense que les gens méchants c'est surtout les gens pas ouverts et que c'est pas forcément de leur faute en fait. Je pense que ça se joue. Oh là, je pars sur des trucs très éloignés, mais en gros c'est la société, l'environnement dans lequel ils grandissent à mon avis, leur éducation quand ils sont petits, etc., leur entourage, etc., qui fait que ils vont être ouverts, etc., et c'est pas pour rien, je pense, dans le même ordre d'idée,
c'est pas pour rien qu'on dit souvent que les choses dont on a peur, en fait, c'est pas qu'on en a peur, c'est qu'on les connaît pas. Parce que je pense que quand on est ouvert et qu'on accepte de connaître de nouvelles choses, eh bien, on n'a plus de velléité envers cette chose, on n'a plus de peur, on n'a plus d'agressivité, on n'a plus de méchanceté, entre guillemets, envers cette chose. Bref, je sais pas si j'ai bien su me faire comprendre, mais je pense que vous avez un peu vu l'idée. Et en cela, je dirais que je suis assez rabelaisien. Bref. Et du coup, Fallen Angel, merci d'être passé, bonne soirée, bonne nuit à toi également. Et écoutez, je mets fin à ce live de toute manière, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Au final, on n'est pas loin des 1h40 de live, bon ça va, c'est correct on va dire. Du coup, demain, on va effectuer un live de découverte sur Wakfu à 21h, 21h minuit comme d'habitude. Ça sera vraisemblablement un live de farming je pense, parce que c'est pas ce que je veux faire dans les lives de découverte. Les lives de découverte, je veux vraiment tout simplement découvrir l'univers du jeu. Donc vraiment le background, les quêtes, etc. Mais malheureusement demain je crois qu'on va devoir se faire une grosse session d'XP, de farming. Parce que là je suis un peu bloqué, j'ai plus de missions disponibles ou des missions de trop haut niveau pour moi. Donc voilà, demain ça va être un peu une exception, mais demain on va certainement faire un live de découverte en mode farm full. Sinon dans 2 jours pas de live mais la rediffusion de ce live, bref. Et dans 3 jours, on entame une nouvelle lecture. Si vous voulez, je peux même aller chercher. Hop. La prochaine lecture dans 3 jours qu'on entame, ça sera Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Voilou, un recueil de nouvelles. Avec pas mal de nouvelles dedans, dont des très très connues d'Edgar Allan Poe. Je peux vous lire la 4e de couverture très rapidement pour vous mettre peut-être un petit peu l'eau à la bouche. Baudelaire avait raison, ces nouvelles sont extraordinaires. Un homme atteint la lune en ballon, un autre transforme en or les vils métaux. Les morts apparaissent pour entraîner les vivants au tombeau, les malédictions s'accomplissent. Edgar Allan Poe était fasciné par le rêve, le spiritisme, la métempsychose, mais aussi les sciences. Il a créé un monde irréel, d'autant plus envoûtant que le fantastique est peint avec logique et minutie. Cet écrivain américain ressentit toute sa vie la perversité qui existe en chaque être. L'homme est sans cesse et à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau. Edgar Poe a emprunté la voie royale du grand art. Il a découvert l'étrange dans le banal, le neuf dans le vieux, le pur dans l'impur. Voilà un être complet, disait Valérie. Bref, ça promet. On va passer de quelque chose d'assez humaniste, enjoué, philosophique à moitié aussi, mais surtout léger. En vrai, vu le prologue de François Rabelais, il aimerait peut-être pas que je dise ça de son œuvre. Mais bon, en tout cas, il y a de la légèreté et ça tend à faire rire, etc. En plus de la substantifique moelle, donc des messages incorporés dedans. Mais bon, disons que le thème, l'ambiance est plutôt légère, à quelque chose à l'ambiance peut-être un peu plus lourde, un peu plus sombre, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. La prochaine fois, on lira la première nouvelle, je pense, uniquement. Ça dépend combien de pages elle dure, mais ouais, si je pense qu'on lira que la première nouvelle. Mais en tout cas, la première nouvelle est vraiment connue pour le coup, puisqu'il s'agit de Double assassinat dans la rue Morgue. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser avec cette lecture également. Et je pense que ça va faire du bien aussi de retourner à quelque chose d'un peu sombre. Je crois que ça fait assez longtemps qu'on n'est pas allé vers ce genre d'environnement, j'allais dire. Ouais, d'ambiance quoi. On avait fait les diaboliques, mais c'était encore un peu différent. Là, c'est sombre et fantastique. Enfin voilà, ça va être un peu différent. C'est cool. Ça va changer un petit peu. Et je suis heureux de faire cette lecture. N'hésitez pas toujours à aller sur le Discord et à voter pour la lecture qui vous plaît. Il y a un sondage qui est disponible dans le salon Club de lecture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lire Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, parce que vous avez voté, vous avez plébiscité cette œuvre. Donc voilou, ça sera notre livre de chevet pour quelques lives. Je suis content que le choix te plaise, Nenouchka, et je pense que j'en ai terminé. On se dit à demain pour Wakfu,
à dans 3 jours pour une nouvelle lecture. Bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture. Bye bye!